niveau de la présentation, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais repréciser ou préciser quelques balises. Qu'est-ce que les arts internes, qu'est-ce que j'entends par pédagogie, quelques modèles, etc. Et puis, on va rentrer donc dans le vif du sujet qui est la pédagogie. Donc, j'ai eu des collaborations dans différentes facultés, la sociologie, l'histoire des religions, l'éducation physique, une école d'ingénieurs. Et quand j'ai fait ma thèse en anthropologie, ma directrice de thèse a dit « Tu dois bien réfléchir parce qu'il y a les sciences de l'éducation qui t'attirent aussi, mais l'anthropo, ce n'est pas les sciences de l'éducation. » Et donc j'ai fait l'anthropo, et donc ce que je vais vous parler ici, c'est plus un travail d'expérience, de transmission, de 35-40 ans de transmission dans différents contextes. Les balises, donc première balise, les arts internes. Et donc, dans les arts internes, il y a les trois connus, Tai Chi Chuan, Xing Yi Chuan et Baguazhang. Alors, ceux qui pratiquent du Tai Chi Chuan, vous diriez, c'est quoi le Tai Chi Chuan? C'est quoi? En traduction, ça se traduit comment? Voilà. Bon, voilà. Je pratique du Tai Chi Chuan, quelqu'un me demande, ah, la boxe du fait suprême, c'est toujours aussi chinois, peut-être même encore plus chinois que dire Tai Chi Chuan. Évidemment, fait suprême, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le fait suprême? Voilà. Si on dit la poutre faîtière, c'est ce qui surplombe l'édifice, c'est la colonne vertébrale de l'édifice. Ah, là, ça commence déjà à donner quelques indications avec deux versants qui se rejoignent, qui s'unissent. Bon, voilà. La boxe. Ça y est, c'est un art martial. Bon, c'est ça, mais plus que ça. Moi, j'aime bien traduire par l'art de l'intégration. Donc, on vit dans un monde avec une importance très, très nette des cartes, même plus que des cartes, avec une séparation. On a tout séparé, la théorie, la pratique, le corps, l'esprit, la vie, la mort, l'individu et l'environnement. On voit les conséquences aujourd'hui au niveau écologique de la séparation de l'individu et de l'environnement. Et donc, quand on dit « je pratique un art martial », pas un sport de combat, un art martial, mais c'est aussi un art de vie. Alors on se dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et pourtant, c'est en pratiquant qu'on se rend compte qu'il y a les deux. Et même si on pratique ça dans le sens de Tao, de voie initiatique, eh bien, il faut accepter qu'il y a une partie de nous-mêmes, la moins intéressante, qui meurt pour découvrir notre être profond. Donc il y a là aussi une nécessité de considérer vie et mort ensemble. Donc je traduis Tai Chi Chuan par l'art de l'intégration. Xing Yi Chuan, on l'a vu ce matin, ceux qui participaient à l'atelier, là. Voilà, la boxe, là je dirais plus la voie du corps et de l'esprit, parce que c'est vraiment une voie pour moi directe pour comprendre comment on va harmoniser, unifier le corps, les jambes, les bras, le tronc, et puis toutes les dynamiques internes. C'est une voie excessivement directe, très structurée et très structurante. Alors, Baguazhang, ça se traduit comment? Qu'est-ce que c'est? La paume des 8 trigrammes. Ah voilà, paume des 8 trigrammes. De nouveau, comme dit la boxe du fait suprême, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, j'ai tendance à parler de méthode. Donc, le point n'est pas apparent, donc il y a des styles où on ne voit même pas de point, c'est les mains ouvertes, et c'est la méthode des métamorphoses. Donc, le Tai Chi Chuan, c'est l'équilibre en mouvement. Pourquoi est-ce qu'on peut être en équilibre en mouvement? Parce que chaque fois, on va poser le pied sans qu'il y ait un moment les deux pieds qui ne touchent plus le sol. Donc on est dans un équilibre permanent et on peut ralentir autant qu'on veut. Xing Yi Chuan, ce n'est pas le cas. Ceux qui l'ont fait ce matin, on a vu, il y a un moment donné, c'est un mouvement droit, très fonctionnel, où on utilise l'énergie du corps entier, mais à un moment donné, on n'a plus le contrôle du mouvement. Le contrôle nous échappe pendant un petit moment. Et puis le Baguazhang, c'est la capacité de se déplacer dans toutes les directions. Donc celui qui maîtrise ça devient insaisissable. Donc se transformer, et donc moi je fais une différence, transformation, transmutation. Qu'est-ce que vous feriez comme différence? Ah. Voilà. Changement de forme, je reste au même niveau. Transmutation, je change en changeant de niveau. Donc il y a un moment, quelque chose qui change, une sorte de métamorphose. Dans tous ces arts internes, il y a chaque fois une pratique sur le corps et une pratique sur le souffle.
ce qu'on appelle Qigong, un travail sur le souffle, ça s'appelle Qigong. Et puis pour ceux qui vont un peu plus loin, c'est 3 arts internes, et on le voit quand on lit les textes classiques du Xing Chuan et du Baguazhang, beaucoup plus qu'en Tai Chi, on voit la présence en toile de fond de l'alchimie intérieure. Et donc, est-ce que vous savez comment ça se dit, alchimie intérieure en chinois? Neitan. Et donc, ça veut dire quoi, ça, en traduction littérale? Le cinabre intérieur. Et donc, de nouveau, quand j'ai lu ça, un travail, premier livre de Catherine Despeux, le cinabre, c'est quoi de ça? Je vais voir le dictionnaire, sulfure de mercure de couleur rouge vermillon. Ça chauffe. Ah oui. Donc, on est là dans une démarche finalement alchimique, le soufre et le mercure, et c'est une autre façon de dire yin et yang, principe actif, principe réceptif. Et donc, dans tous les arts internes, il y a cette présence de transformation, de transmutation intérieure. Ce sont aussi tous des méditations en mouvement. J'ai écrit un papier il y a quelque temps sur les états de conscience et les états d'être modifiés, altérés, qu'on peut appeler flow experience ou expérience optimale. Et chaque art interne va faire rentrer différemment, par la lenteur en brouillant les repères, par quelque chose de plus chamanique, plus primordial dans le Xing Chuan. Et le Baguazhang reproduit comme les derviches tourneurs. Vous savez que ça se reproduit comme mouvement. La Terre qui tourne autour du Soleil en tournant sur elle-même. Donc là, on est vraiment dans une recherche d'harmonie cosmique. Voilà pour les 3 arts internes. Ici, bon, on dit qu'on est dans un village Wushu. Wushu, qu'est-ce que ça veut dire? Arts martiaux. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres dénominations? Moi, j'étais beaucoup en Chine, mais j'ai aussi été à Taïwan. Et là, en Taïwan, ils parlent de Wushu. Et ça veut dire art national. Mais en Chine, déjà en 1927, ils appelaient ça art national. Donc c'est quand même pas rien qu'on appelle ça art national. Je viendrai plus loin. Ici, on appelle encore un terme avec les films de Kung Fu. Et donc, Kung Fu, qu'est-ce que ça veut dire, Kung Fu? Voilà. Donc, c'est ce travail où c'est un peu comme les constructeurs de cathédrales, ce que tu fais, te fait. Donc, la technique, c'est bien, mais c'est juste un tremplin pour découvrir une façon de s'exprimer un art et puis une façon de se réaliser une voie. Et il y a aussi une pratique un peu à tendance, je dirais même forte tendance méditative dans les 3. Donc, voilà une première balise. Voilà. Une autre balise, Jinwu. Beaucoup de pratiquants n'ont jamais entendu parler de ça. Et donc, il y a Brian Kennedy, Elisabeth Guo, un livre qui dit que c'est l'école qui a transformé le Kung Fu. Ça a été une transformation très, très importante. Et ce qu'on fait ici, ça vient de là. Jinwu, c'est l'essence des arts martiaux. Et donc, ceux qui ont mis ça en évidence mettent 4 faces. Et donc la première phase, c'est des milices, c'est des militaires, jusque l'année 1900. C'est là principalement, donc le clan des Shen, c'était des milices paysannes. Et donc c'était pratiqué, certains ont mis en avant aussi des aspects un peu dans le théâtre, de l'expression, mais c'était principalement des arts de combat. Et puis vous avez entendu parler des guerres de l'opium, révolte des boxeurs. Donc la deuxième partie du 19e siècle, c'est un peu catastrophique. La Chine est occupée, il y a des révolutions internes avec tous les mouvements un peu sectaires. Et donc c'est un peu catastrophique. Et donc il y a un souci de réunifier. Et donc on va utiliser les arts martiaux pour réunifier le pays en réunifiant le corps. Seulement ce qui s'est passé, c'est que les boxeurs qui pensaient arrêter les balles avec le chi, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc il y a toute une partie où il y a eu un désintérêt parce qu'on disait que c'était des pratiques superstitieuses, anciennes, etc. Et donc c'était presque abandonné. Et donc il y a ce mouvement génial à Shanghai au début des années 1900 qui a pris l'essence des arts martiaux pour la présenter tout autrement. Et c'est ce qu'on fait ici. Ils ont dit on va organiser des groupes de différents niveaux avec des balises, on va remettre des diplômes, on va structurer l'enseignement. Et ça vient d'où ça? D'ici, d'Occident.
Donc ils avaient un tas de livres sur la boxe anglaise, la boxe française, la gym, etc. Et on a retrouvé dans leur bibliothèque là-bas, Jinwu, un tas de documents qui montraient qu'ils s'étaient inspirés de nos pratiques, peut-être qui était passé par le Japon, moi c'est les sources que j'ai de Brian Kennedy, pour voilà, structurer leur mouvement qui était un mouvement où les femmes pouvaient avoir accès comme les hommes. Et donc c'était une association, on venait, on payait, on pouvait recevoir les cours. Donc c'était une reconfiguration complète, mais qui était une initiative privée. Et puis après, il y a eu la période républicaine dans les années 1920-1930, et là les républicains ont repris cette initiative pour en faire une affaire d'État, parce que c'était une façon de donner une certaine unité. Et donc c'est là que ça a été appelé art national. Et puis, le régime communiste est arrivé et il a repris l'initiative pour transformer ça en compétition et pratique sportive d'un haut niveau. Voilà 4 phases qui sont importantes à connaître. Certains qui creusaient un peu plus pourront ajouter. Ici, je suis juste dans des balises. Balise suivante, d'où est-ce que je parle? Ben, je parle en tant qu'à certains moments comme pratiquant, à d'autres moments en tant que chercheur, et puis à d'autres moments en tant que quelqu'un qui transmet. Et donc quand je suis dans le circuit académique, bon, c'est ce qui se passe avec Georges, on a ce même type d'initiative. C'est un statut qui n'existe pas, praticien-chercheur. Parce que le petit trait d'union, c'est un pont au-dessus d'un abîme. Parce qu'on a tout fait pour séparer dans le milieu universitaire la pratique et la théorie. Et donc je disais, les praticiens font peur aux théoriciens, les théoriciens font peur aux praticiens, et les praticiens théoriciens font peur à tout le monde. Et donc, quand je suis dans ce milieu-là, je rajoute un truc, plutôt que de marquer enseignant ou prof ou que sais-je, je mets passeur. Passeur. Donc, ce n'est pas juste pour taquiner, c'est parce que ma conviction, c'est un peu la différence entre système plus confucéen, qu'on trouve aussi avec certains systèmes éducationnels en France. L'être humain a une certaine partie animalité, il faut le dresser. Voilà, et donc, on a un carcan pour dresser. Et puis il y a d'autres approches, Rousseau en France, les taoïstes qui disent l'être humain a un trésor, l'être humain est un trésor, et il faut juste l'aider à lever des barrières pour qu'il puisse avoir accès à ce qui a toujours été là. Voilà, et donc je suis plus dans cette tendance-là, c'est vous aider à trouver ce que vous avez toujours eu au fond de vous-même, et pour ça c'est des méthodes de soustraction. Je trimballe un tas de trucs dont j'ai plus besoin, et en même temps je lâche des tensions musculaires, je lâche aussi des émotions, je lâche des préjugés pour avoir un accès. Voilà donc mon positionnement. Nous avons avec Georgette créé une école de Tai Chi qui fête ses 35 ans, en ayant vu passer 10-12 000 personnes, 4 000 qui sont allés un peu plus loin, une centaine d'enseignants formés. Et une autre caractéristique, c'est que nous accordons une grande importance aux applications, mais les applications martiales sont plus éducatives et c'est surtout des applications dans le quotidien. Nous avons nous-mêmes et beaucoup de nos enseignants travaillent pour adopter ça en entreprise dans tout un tas de secteurs. Donc dans la gestion du stress, dans l'ergonomie, j'ai même travaillé en Suisse dans un centre d'horlogerie suisse en design d'expérience, parce qu'ils travaillent sur l'espace, le corps, les imaginaires, etc. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse principalement. Et donc, une autre chose, c'est ce matin, j'ai démarré avec comparatif de quelques mouvements dans les différents styles de Tai Chi Chuan. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer un style par un autre. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une spirale de compréhension, un mot savant, une spirale herméneutique, en prenant des éléments du présent, donc la biomécanique, la physiologie, on peut mieux comprendre des éléments du passé. Et l'inverse, en allant chercher des éléments du passé, on peut mieux comprendre des éléments du présent. En allant chercher des éléments très loin à l'extrême-orient, mieux comprendre l'Occident. Donc en voyageant dans le temps et dans l'espace, en mettant en face, il y a une démarche. J'étais inscrit la première année à Nice en ethnologie, donc c'est les particularités culturelles, donc il faut conserver les particularités culturelles, mais mon domaine c'est plus l'anthropologie, se trouver le dénominateur commun. C'est la grande différence entre Julien,
François Julien qui aime bien tel mot dans tel truc. J'ai toujours été beaucoup plus attiré par Jean-François Bilter, qui cherche voilà, ce qui est profondément humain. Chuanzi, c'était un humain qui s'adressait, et si on a des clés pour rentrer, on peut aujourd'hui comprendre ce que Chuanzi voulait nous dire. Voilà, les balises. Les balises au niveau tradition, dans le système universitaire, il y a quelque chose qui est à la cote, c'est les travaux de Eric Hobsbawm et Terence Ranger, l'invention de la tradition. Donc ils montrent en Europe, de manière très documentée, sont des historiens d'un excellent niveau, comment la plupart des traditions écossaises, le kilt et que sais-je, la couronne de la reine, tout ça c'est des traditions inventées. Voilà. Et donc ça a été repris, il y a 3 caractéristiques, c'est quelque chose qui se développe rapidement, comme nos disciplines. C'est quelque chose où, on trouve ça dans certaines écoles, il y a une obsession des origines. On n'arrête pas de vouloir dire que c'est plus c'est ancien, mieux c'est. Alors que pour les antiquaires, il y a des trucs anciens où sont des croûtes et des trucs plus contemporains qui voilà, donc il y a cette obsession de l'origine et de l'ancienneté. Et puis le 3e caractéristique, et ce n'est pas la moindre, il y a toujours une idéologie politique de domination commerciale. Pourquoi est-ce que je veux revendiquer une légitimité? C'est tellement ancien que toi, tu viens d'arriver, c'est pas toi qui vas poser des questions, ça fait des siècles qu'on fait comme ça, il n'y a pas de questions à poser. Et moi, je suis le représentant légitime, donc j'ai autorité pour occuper le territoire. Donc, il y a là tout ce travail-là qui est extrêmement intéressant. Maintenant, je le reprends, mais c'est limitatif. C'est limitatif parce qu'il y a d'autres chercheurs aussi, comme Henri Corbin, qui parlent d'une méta-histoire, d'une contre-histoire. Donc d'une histoire parallèle qui n'est pas reprise dans les actes notariés. Et là, s'il y avait eu le PowerPoint, j'ai un petit livre chinois, donc avec les pages bien utilisées, sur le style Sun de Tai Chi, avec des dessins qui ont été faits à partir de photos du maître qui a été mon maître, Men Huifeng. Et c'est lui qui a codifié avec la fille de Sun Lutang, fin des années 80, début des années 90, cette forme-là. Et il m'avait enseigné ça juste après, puis il a voyagé en Chine pour aller la diffuser un peu partout. Et il avait son livre où on avait fait les photos lui-même, il avait écrit le texte avec la fille de Sun Lutang, et puis en l'enseignant pendant 1 an, 2 ans, il rajoute un tas d'annotations sur ce livre-là. Et puis il me l'enseigne une seconde fois pour aller plus en profondeur, et à la fin il me donne son livre qu'il a accompagné pendant 2 ans, avec toutes ces annotations en chinois que je ne comprends pas au crayon. Voilà. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui a plus de valeur que le diplôme de l'université de Pékin, qui a certainement une valeur. Donc d'un côté, c'est un acte notarié, d'un autre côté, c'est une relation qui n'existe nulle part, sauf peut-être quelques griffonnages, on va dire, sur un livre. Voilà. Et donc c'est montrer qu'il y a une histoire qui ne fait pas partie de l'histoire officielle, et parfois qui est au moins aussi importante, sinon plus importante. Et donc j'ai beaucoup apprécié les travaux de Georges Favreau, donc qui s'était intéressé parce qu'on pensait qu'on avait fait table rase de tous les trucs du passé, tout était nouveau, réinventé, alors qu'en fait Georges s'était intéressé aux stratégies pour conserver des savoirs anciens, même en période très compliquée en Chine. Voilà. Ici, dans l'invention des traditions, donc mon labo en anthropologie était à Nice, c'est quelqu'un qui a été le directeur du labo, Joël Cando, s'était beaucoup intéressé à la mémoire et avait écrit Anthropologie de la mémoire. Et donc là, il y a tout l'apport des sciences cognitives. En fait, la mémoire, ce n'est pas un saut de cire. La mémoire, c'est une recomposition. Même dans les traditions orales, chaque fois que je vais raconter l'histoire, je vais la reconstruire en la racontant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et donc il y a un travail sur les sciences cognitives avec quelqu'un qui a eu des bourses dans des toutes grosses universités, Olivier Morin, et qui s'était interrogé comment naissent et meurent les traditions. Donc il a vu une échelle de temps très large, des traditions très larges, et donc en fait, ceux qui perpétuent une coutume, ils ne sont pas obsédés par le fait des origines, ils font comme ils ont toujours fait. Ça se perpétue beaucoup mieux quand il n'y a pas une seule version, mais qu'il y a plusieurs versions. Dans certains niveaux, il y a beaucoup trop de verticalité. Donc on apprend par la verticalité, mais on apprend aussi avec ses pairs, et on apprend en diagonale avec ceux qui sont un peu plus anciens que nous.
Donc pousser les élèves plus anciens, même s'ils n'ont pas de titre, pour commencer. Voilà. Et donc c'est ça la transmission. Et donc avec tout ça, ben, on arrive à, et c'est ma position après cet apport de l'anthropologie, de considérer que une tradition, ce n'est pas un héritage du passé. C'est des fragments du passé qu'on va choisir pour les recomposer en fonction de notre horizon culturel et de notre besoin contemporain. Notre horizon culturel, voilà, notre horizon d'attente. Qu'est-ce qu'on attend aussi, encore mieux qu'horizon? Notre horizon d'attente. Et donc ça va être recomposé, recomposé, recomposé. Voilà quelques balises. On n'a toujours pas d'électricité. Voilà. Mais c'est bien, donc le Tai Chi, c'est la boxe de l'ombre. Et donc, à un moment donné, c'est pas juste ceux qui, parce que c'était interdit, faisaient ça le soir. C'est qu'à un moment donné, on le découvre quand on fait du statique, quand on répète des bases pendant très longtemps. C'est un combat contre la partie ombre qu'on porte en nous. Et donc, à un moment donné, dans toutes les voies initiatiques, c'est découvrir non pas des lumières extérieures, mais une lumière intérieure. Donc, le maître est extérieur, mais à un moment donné, il va faire écho à votre maître intérieur en vous. Et la vraie lumière, c'est celle qu'on porte au plus profond de nous-mêmes, et il faut accepter de descendre au plus profond. Donc, on est dans l'ambiance qu'il faut pour aller chercher cette lumière intérieure. Et pour entrer dans le vif du sujet, la pédagogie des arts internes. Alors, la méthode... je me suis shooté il y a quelques décennies au livre d'Edgar Morin, qui était un peu compliqué, un peu abscon à certains moments, et mes livres de chevet, c'était la méthode. 6 tomes de la méthode, le dernier s'est fait attendre, et chaque fois c'était une mise en abîme, la nature de la nature, la vie de la vie, la connaissance de la connaissance, l'humanité de l'humanité, et puis son dernier sur l'éthique. Voilà, donc méthode, c'est ce qui apprend à apprendre, et ici, moi, je fais la différence entre dispositif et disposition. Dans tous les enseignements pédagogiques, tout le monde cherche à avoir les dispositifs les plus pertinents. Et on n'arrête pas, il y a un inspecteur nouveau qui a trouvé un dispositif, mais on a beau avoir les meilleurs chefs, si les gens n'ont pas faim. On peut conduire l'âne à la rivière, on peut pas, ou le cheval, on ne peut pas le forcer à boire. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On est en train de réfléchir un maximum pour avoir des trucs très pertinents au niveau des dispositifs. Mais est-ce qu'on travaille sur la motivation? Pour que les choses vivent, il faut avoir envie. Envie en un mot, envie en 2 mots. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un climat favorable où on a soif, on a faim? Et donc, à ce moment-là, on peut donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Mais s'il n'y a pas de faim et pas de soif, on a beau préparer les meilleurs plats. Les fondamentaux, en relisant ça, j'ai compris un truc. Men Huifeng était surnommé l'encyclopédie vivante des arts martiaux. Il faisait des dizaines d'enchaînements comme ça au pied levé. Ils arrivaient des 4 coins de Chine et comme ça. C'était impressionnant, c'était un extraterrestre. Et donc au début, je l'ai suivi pour ça, mais aussi parce que quelqu'un m'a dit « c'est lui qui va t'amener à travailler en profondeur ». Et plus j'allais, moi j'étais intéressé par ces multitudes de formes. Et l'autre aspect qui pouvait pousser plus que n'importe qui que j'ai rencontré, c'est qu'on pouvait passer des jours entiers sur quelques mouvements de base. Et ce n'était pas la répétition du même, c'était aller très très loin en profondeur. Et en fait, j'ai compris ici, en relisant des notes, que c'est quand on maîtrise les fondamentaux, que c'est la porte ouverte pour maîtriser des quantités de matière très larges. Et donc, il faut vraiment passer du temps pour incorporer ces fondamentaux, et ça en voyant Wushu les longueurs qu'il faisait, tout. Voilà. Et donc, ce que j'ai passé tantôt, que je vais le dire maintenant, c'est le bon moment, c'est les 4, donc Brian Kennedy, Elisabeth Guo, donc qui a travaillé sur Jinwu, mettaient 4 pierres d'angle dans le travail des arts martiaux, et la première pierre, c'est la préparation physique. Et derrière préparation physique, c'est aussi bien l'interne que l'externe, c'est aussi le travail du Qigong. Et donc travail d'étirement, travail de renforcement du corps. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs enseignants, on était tout à fait sur la même longueur d'onde. Et que Sun Luteng, qui est un génie du Tai Chi, des arts internes, on peut lui reprocher quelque chose, c'est qu'il a tellement mis l'accent sur l'interne et la symbolique et tout ça, qu'il a oublié de préciser qu'il venait des arts externes et qu'il avait
qui avait fait Shaolin et qui avait ce qu'il fallait. Et donc, en beaucoup de pratiquants de Tai Chi, pour moi, c'est comme s'ils allaient chez un tailleur. Et puis, ils veulent le costume yang, il faut quand même du tissu pour faire un costume yang. Et puis, ils sont comme ça, il n'a pas assez de tissu. Ils veulent faire le chêne, là, il faut vraiment beaucoup de tissu pour faire un costume chair. Mais c'est la même chose, les tissus musculaires, il n'y en a pas assez. Ils ne sont pas assez longs, et donc ils sont étriqués. Et donc, on a beau leur montrer une bonne posture, ils s'échinent pour rien. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut au niveau physique. Il faut d'abord préparer le corps, puis après on va répéter dans des fondamentaux, puis après on va faire des formes, et puis des formes interactives avec un objet, une lance, avec un partenaire. Et donc il y a vraiment ces 4 pans-là qui sont les pierres angulaires, la préparation externe et interne, les fondamentaux, les formes, et puis les applications, formes interactives. Et donc les fondamentaux, c'est ce que j'ai appelé, donc la langue chinoise et les traditions fonctionnent beaucoup par métaphore et par image. Et donc l'image que j'utilise depuis toujours, bien que mon chinois, même quand j'y étais, c'était plus que rudimentaire, ça m'a permis de survivre des semaines avec des gens qui ne parlaient pas un mot d'anglais, mais bon voilà. Par contre, j'ai toujours, voilà, peut-être parce que c'était un de mes points faibles, la métaphore de la langue. Donc pour moi, le tai chi ou les arts internes, c'était comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et donc tout le monde dans les parcs, j'ai aussi été dans les parcs, c'est sympa, mais ils lisent et ils répètent des textes du début à la fin. On n'apprend pas une langue vivante en répétant des textes du début à la fin. On pratique de la grammaire, du vocabulaire, on déconstruit, on reconstruit, on pratique des morceaux, on s'intéresse aux transitions, et puis à un moment donné, on fait de la conversation. Et chaque pan, la conversation va me faire comprendre la grammaire, les textes et tout. Et puis il y a des textes, alors c'est des querelles à n'en plus finir sur les formes traditionnelles, les formes modernes, les formes simplifiées, 24 simplifiées, etc. C'est des textes. C'est des textes, il y a des textes simples, des textes plus complètes, des textes plus anciens, des textes plus contemporains. Une fois qu'on a le grammaire, le vocabulaire et qu'on fait un peu de conversation, ben c'est juste un nouveau texte. On étudie le contexte du texte et qu'est-ce qu'il va nous apporter. Alors la question, si vous étudiez une langue étrangère qui demande quand même des investissements, tai chi, et ça on ne se la pose pas, c'est pour en faire quoi? Posez-vous la question, pour en faire quoi? Est-ce que c'est pour dire briller en société? Ah oui, je parle chinois, oui, je parle aussi tai chi et aussi xing-yi, ou est-ce que c'est juste ça? Posez-vous la question, pourquoi vous faites autant d'efforts pour apprendre un autre langage? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Je ne vais pas répondre à votre place. Et donc, les fondamentaux, c'est grammaire, vocabulaire. Men Wifeng, qui est très connu dans un art, c'était un militaire, des officiers militaires, Baji, boxe des Wis extrême, un art très explosif, fort proche du Xing Yi Chuan. Et donc, à une période de ma vie où j'avais besoin d'autre chose que du Tai Chi, j'ai fait des séjours, j'ai fait que du Xing Yi Chuan. Et donc, ça a développé un tout autre aspect. Et surtout, ça m'a permis de mieux comprendre tout ce qu'il a élaboré comme méthodologie de ce que j'ai appelé grammaire, vocabulaire de base. Le Tai Chi Chuan est pauvre au niveau pédagogie. Donc, ce que la tradition nous a légué, c'est des formes de 100 mouvements. Et comment y arriver? Ben, débrouillez-vous, chacun se débrouille. Et chacun fait tant bien que mal ses exercices. Si on est en Xing Yi Chuan, il y a 3 grands courants de Xing Yi Chuan. Et chaque courant, on a une posture de base, la posture des 3 points, qui est extrêmement structurée. 3 points, ce n'est pas n'importe lesquels. Un déplacement, 5 éléments, on va répéter les 5 éléments pendant une éternité avant de passer à 12 mouvements très simples, les formes animales. Et la première forme que j'ai étudiée, c'était 8 mouvements, c'était pas 100 aidés. Donc on a là quelque chose qui est bien balisé, qui est structuré, structurant. Tout dans la pédagogie, dans la progression est structuré. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chercher, il est allé chercher dans le Xing Yi Chuan pour faire non pas 5 et 12, parce que la symbolique du Tai Chi c'est plutôt 5 et 8, les 13 mouvements, 13 postures, Shang Sang Feng, légende et tout, 5, 8. Donc il a pris 5 mouvements dans les 5 styles, parce que son épouse est aussi très connue dans plusieurs styles de Tai Chi, et particulièrement en Shen, pour faire 5 mouvements qui est la quintessence, qui sont la quintessence du Tai Chi. Comment mettre dans une disposition, comment dans différents styles avoir la posture du pieu et de l'arbre, comment m'étendre, comment faire monter l'énergie vers le haut, vers le bas, vers l'extérieur, intérieur. Voilà. 5 mouvements avec tous les principes. Coordonnés, comme en Xing Yi Chuan, les 6 coordinations, 3 extérieures, 3 intérieures. Donc tout ça a été bien structuré. Quand vous êtes à l'aise dans ces 5 postures qu'on peut faire sur 2 mètres carrés,
mais vous faites toutes les postures du Tai Chi sur place, repousser le singe, mouvoir les mains comme des nuages, séparer la crinière du cheval sauvage, le coq d'or, coup de pied. Donc on a 8 techniques, de nouveau 2 mètres carrés. Au début, on ne fait qu'un seul côté, puis après, une fois l'un, une fois l'autre. Et donc là, je me suis permis, après 20 ans, de rajouter, il avait créé, et j'étais quand il a créé ça pour les Duan, parce que c'est lui qui a créé les Duan pour le Tai Chi, premier Duan en Chine, et donc j'ai passé quand le système n'était pas encore la première fois sorti de Chine. Et donc il avait voulu créer une forme de 10 postures, mais voilà, Wukong Pafai réservait ça à son cercle intérieur, et donc il a créé une forme qui reprenait des éléments, mais dans un ordre différent où il n'y avait pas tout. Parce qu'il ne voulait pas tout. Voilà. Et donc sa forme des 10, je la sentais un peu, voilà, c'est celle qui a été plus popularisée. Et puis je me dis, mais pourquoi pas reprendre ce qui est l'ordre dans lequel il nous enseignait, et avec ouverture et fermeture, ça fait 10. Et donc après, et là il n'avait fait que pour le yang, donc après 20 ans, je me suis dit, je peux bien me permettre cet petit apport créatif pour faire la forme des 10 dans les 5 postures. Puis après, on a les formes répertoires. Et donc ça, je vous l'ai dit, c'est différents textes plus simples, plus compliqués, formes interactives avec armes, avec partenaires. Des remarques concernant l'apprentissage, des figures pédagogiques, ben, je vais tourner la page, voilà. Les formes sont des textes, je vous l'ai déjà dit. Les fondamentaux, je viens d'en parler. Voilà, et ça m'a été... j'ai été confirmé là-dedans parce que... à un moment donné, j'ai été invité par l'université de Louvain en Belgique pour enseigner aux professeurs d'éducation physique une autre approche du corps, un autre usage de soi. Et donc j'ai fait ça une semaine par an pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était très connu, qui venait de l'université de Caen dans le monde de l'éducation physique et qui avait enseigné et théorisé sur les enseignements méthodologiques, pédagogiques de nombre de pratiques corporelles occidentales. Et puis on a échangé longtemps ensemble, je l'ai invité, il est venu en Belgique dans nos groupes de Tai Chi. Et en fait, quand une fois, il y avait une réunion de tous les anciens qui lui demandent, pour vous qui avez une telle expérience, qu'est-ce qui est la clé dans les pratiques corporelles? Vous ne connaissez pas le Tai Chi. Il a réfléchi un instant et dit, pour moi, il y a 3 choses. La première chose, c'est l'étude des fondamentaux. C'est comme un entonnoir. Et donc on a à l'étroit, et puis si on va jusqu'au bout, c'est une ouverture immense. Et il dit, tous les experts dans tous les arts corporels publient des ouvrages sur les techniques les plus complexes. Ils devraient prendre beaucoup de temps pour publier en profondeur sur les fondamentaux. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par des livres sur les fondamentaux avant de passer à des livres sur les formes. La deuxième chose qu'il disait, sans être pratiquant de Tai Chi, il disait, à un moment donné, le travail du bassin, c'est la clé. Dans n'importe quelle pratique corporelle, quand vous avez compris comment placer le bassin, et on ne va pas démentir ça, vous avez progressé. Et la troisième chose, c'est des équilibres, pas des équilibres statiques, mais des équilibres à percevoir dans la dynamique. Alors quand je lui ai parlé de Tai Chi, il dit, voilà, on n'a plus que s'entendre. Il avait complètement, à partir des pratiques occidentales qu'il approfondissait, retrouvé ça. Voilà, les mains collantes. Par ce temps-ci, c'est pas compliqué. Ça colle. Je trouve intéressant parce que aujourd'hui, donc, dans les pratiques de développement personnel, dans le prolongement du nouvel âge, la psychologie du bonheur et tout le reste, voilà, on se crée quelque part sa bulle coupée du monde. Donc c'est bien une bulle pour pouvoir se ressourcer, mais cette bulle, son bonheur tout seul, coupé du monde, voilà. Où est l'interaction, où est le lien vital qui nous relie au monde? Quand j'ai organisé plusieurs activités en invitant Georges à Mons, où j'avais un mois de carte blanche dans une grosse exposition, c'était il y a des années, je voulais déjà mettre l'aspect santé en avant, et on a un nombre de professionnels de la santé. J'ai invité une de nos enseignantes qui est très engagée dans l'écologie. Aujourd'hui, on parle de One Health. Est-ce qu'on peut être en bonne santé quand au niveau social, c'est la catastrophe? Est-ce qu'on peut être en bonne santé quand au niveau écologique, c'est pire que la catastrophe? Donc, à un moment donné, il y a
voilà, s'ouvrir. Donc quand on est seul, c'est bien pour commencer à se régénérer, mais comment je vais entrer en interaction avec un objet, une lance qui est le prolongement de mon corps, entrer en interaction avec un autre. Et donc pousser des mains, c'est une formule simple. Ni opposition, ni fusion. Et ça, c'est terriblement compliqué. Combien je travaille, vous êtes dans le dur, vous êtes dans l'opposition. Ça ne veut pas dire que vous êtes là complètement inexistant. Les deux protagonistes existent et ensemble, ils font un tai chi. Ils créent une troisième dynamique par leur interactivité. Et donc, le début, le contact, c'est un contact physique, un contact tonique. Et les textes anciens disent que le débutant a des bras comme du bois mort. Et puis les bras deviennent vivants, et puis quel que soit le contact, je suis en contact avec l'épaule, avec n'importe quelle partie du corps, je vais apprendre à sentir l'autre et à émettre ma force à partir de n'importe quel endroit du corps, pas simplement des mains et des avant-bras. Et donc c'est tout un travail. Si je prends les différents mots chinois que j'ai traduits en choisissant certaines traductions, pour pouvoir transférer ça ailleurs, première qualité, première énergie, écouter. Dans toutes les voies initiatiques, c'est d'abord apprendre à écouter, apprendre à faire silence, pendant longtemps parfois. Et là, je vais commencer à sentir les choses autrement. Donc écouter, sans interférer. Quand j'ai la capacité d'écouter, je perçois que l'autre va bouger, mais je ne comprends pas dans quel sens il va bouger. Donc je passe à l'étape, est-ce que je suis capable de comprendre dans quel sens, avec quelle vitesse, avec quelle intensité. Quand je suis capable de le comprendre, je suis capable de le suivre. Suivre sans interférer, mais sans perdre le contact. Et là, c'est un gros travail d'être tout le temps dans l'instant avec lui. Il faut faire taire le mental, le singe fou, pour être vraiment dans la relation. Et puis, pouvoir assimiler ce qu'il le donne et répondre de manière appropriée. Et on a là un système de communication qui est excessivement riche, puisque quand les deux protagonistes sont faits, ça circule, c'est un cercle vertueux. Voilà donc pour les mains collantes. Un petit coup d'eau. Voilà. Ici, j'avais repris la mémoire la plus importante n'est pas la mémoire lexicale liée à l'apprentissage par cœur, mais la mémoire sémantique qui concerne le sens d'un terme. L'acquisition de concepts en mémoire sémantique nécessite également des mécanismes de répétition différents pourtant du rabâchage. Il s'agit d'abstraire diverses parcelles de sens au travers de contextes variés. Et donc ici, en travaillant donc dans le domaine des gestes en entreprise, il y a Yves-Claude Ducnam, un psychologue très connu qui a beaucoup publié et qui expliquait dans tous les métiers, il y a une imitation au début. On imite quelqu'un qui a plus d'expérience, mais dès les premiers gestes, il y a deux types d'imitation. Il y a une imitation servile et une imitation créatrice. Donc essayez vous-même qu'est-ce que vous demandez à vos élèves, et quand vous remarquez quelqu'un qui imite de manière servile, comment vous allez l'amener à avoir une imitation créatrice. Jean-François Bilter reprend ça remarquablement dans son art chinois de l'écriture, où on ne peut jamais tout expliquer. Donc il y a une saine curiosité au début, et au début, une capacité d'être attentif et déjà soi-même commencer à se prendre en charge de manière créative. On retrouve la même chose chez Bilter. Et donc ici, c'est bien sûr de la répétition. Avec Freud, la répétition est devenue quelque chose d'obsessionnel, alors que toutes les pratiques traditionnelles, c'est répéter, mais répéter qui n'est pas du rabâchage. Et ça, Men Wifeng, c'est ce que je disais, il pouvait passer des journées sur les mêmes gestes, et ce n'était pas du rabâchage, c'était de plus en plus élargir, aller chercher des nuances, et donc c'était chaque fois du nouveau dans les mêmes gestes. Et donc il y avait des telles mises en perspective de tous les angles, que c'est à ce moment-là qu'on rentre dedans, et qu'on développe une trame qui pourra, un arbre, un tronc, des grandes branches qui pourra recevoir énormément d'informations. Voilà. Quelques remarques concernant l'apprentissage. L'enseignant doit faire face à l'imprévu, prendre des décisions en situation. L'exemple ici, si j'étais resté collé avec mon PowerPoint et commençais à s'exciter pour essayer de retrouver l'électricité, on n'y serait toujours pas. Donc à un moment donné, vous avez un sorte de programme un peu, mais Morin disait les programmes c'est pour les machines, les stratégies c'est pour les humains. Donc il y a des morceaux qui sont programmés bien sûr, et plus vous avancez, plus vous avez des bouts, mais chaque fois c'est la situation où vous allez co-créer quelque chose avec le groupe.
Quand j'intervenais dans des masterclass d'un week-end il y a des années, j'avais comme ici plusieurs pages, puis j'avais une page, et puis ces dernières années, j'ai un post-it avec 1, 2 ou 3 idées maximum. Je me suis préparé sur les matières, j'ai refait les matières pour moi, mais j'ai juste un truc sur lequel je vais revenir avec une multitude d'angles, ou 2 trucs sur lesquels je ne vais pas arrêter de revenir pendant un week-end. Voilà. Et donc c'est commencer à éveiller comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement Tao. Je crois que c'est Bilter, de nouveau, c'est beau le subjonctif, en ne faisant rien, il n'y a rien qui ne se fasse. Et je voyais ça, le non-agir. Ce qui est nié, ce n'est pas l'agir. Génie de Bilter, celui qui ne force rien peut tout. Bien sûr qu'il s'est éloigné du texte, mais là c'est, ah oui ça y est, maintenant je commence à saisir ce qu'est le non-agir. Donc enseigner les stratégies et les professeurs, voilà, il ne suffit pas d'apprendre aux élèves aussi à se questionner. D'important, c'est tous les élèves ne viennent pas avec les mêmes bagages. Considérer qu'est-ce qu'ils savent déjà en arrivant. Quelqu'un qui a fait de la danse, quelqu'un qui a fait du yoga, des arts martiaux, qui n'a rien fait, ils viennent avec des bagages complètement différents. Alors des modèles, partout, il y a toujours des modèles. Les modèles, c'est juste pour donner des balises. Après, la réalité, c'est toujours un mélange. Il y a le prof d'UNIF avec son cours magistral, et donc il a bien préparé sa matière, mais comment vous allez l'accueillir, ce n'est pas son problème. Lui, il vient pour jouer l'orateur et voilà, faire sa grande démonstration sur son estrade. Puis après, il y a l'enseignant bibliothécaire. Donc lui est plus modeste, mais il connaît bien la bibliothèque et il va vous aiguiller pour aller vous-même chercher les sources, vous aider à incorporer ces sources. Et puis il y a un modèle qui est très intéressant, mais qui est difficilement applicable et coûteux. Moi, c'est un que j'essaie de mettre dans des petits groupes de masterclass depuis des années. C'est le modèle du compagnonnage. Et donc là, on a des techniques, on a des outils, mais c'est guider celui qui est là à réaliser son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre pour le passage à la maîtrise, voilà, c'est ce que Bilter disait, donc dans la calligraphie, à un moment donné, il faut transgresser. Tourner le dos à tout ce qu'on a reçu, la grande transgression. Le passage à la maîtrise, ça réclame 2 qualités à un haut niveau que peu de personnes possèdent en même temps. Une aptitude à suivre. Si dès le premier cours, vous savez déjà mieux que le prof, vous ne voulez rien écouter, c'est foutu. Mais une aptitude aussi importante à transgresser. Si vous êtes un clone du maître, on ne devient pas maître en Saint-Jean-le-Maître. Donc il faut avoir une aptitude énorme à suivre et une aptitude tout aussi énorme à transgresser. Et donc Bilter l'explique bien, parce qu'après mes 12 années en Chine, quand je suis revenu, j'ai essayé partout l'inverse de tout ce qu'il m'avait dit. Il y a cette période de l'adolescent qui va envoyer tout ça, et puis il y a une période qui est géniale, 5-10 ans après, d'une plus grande maturité. En même temps, vous avez apporté tout ce qui était votre caractéristique, et en même temps, l'enseignement du maître vit en vous. Il y a les deux. Et les deux sont là en même temps. Et Tai Chi, c'est complémentaire. Voilà, donc les 3 figures ici. L'orateur travaille donc intimement sa matière enseignée, puis un autre modèle, c'est le jardinier, qui va juste arroser, regarder comment ça pousse. Et puis l'interprète, qui pense que le savoir se construit dans l'interaction. Et donc j'ai une belle fille qui est interprète, et allemand et anglais, puis elle a vécu au Japon, elle traduisait dans une gros truc qu'il y a eu à Mons, manifestation européenne des Japonais, je l'ai vu donc pas en cabine, comment son corps est une antenne pour capter le japonais, puis presque changer de vêtements, et hop, comment... Voilà. Et il y a vraiment, on sent, voilà, ce passage-là, et donc voilà, c'est ces 3 modèles qui vont s'entremêler. Voilà, donc je reprenais un passage où je reprenais dans le Tai Chi tout ça qui se met ensemble, le bricolage, quelqu'un qui a fait du karaté, l'art de suivre, etc. Voilà. Pardon ? Peut-être c'est arrivé à quelques mots de conclusion synthétique et magistrale. Ah ! Magistral. Voilà, donc pour atteindre la recherche du zeste juste, un bon niveau de pratique, la technique est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Et donc il y a, ça aussi c'est quelque chose de difficile à comprendre. J'ai vu des gestes très beaux de jeunes pratiquants, voilà, qui sont un peu comme de la danse classique, où quelque part c'est des gestes comme des calligraphies dans l'espace. Et puis je voyais des gestes de quelqu'un de plus âgé ou peut-être moins gymnique, des gestes maladroits. Et donc on pourrait avoir quelqu'un qui a un très haut niveau de maîtrise et qui a quelque chose qu'on dirait des gestes maladroits. Parce qu'il ne répond pas à une obligation extérieure, mais une nécessité intérieure. Il y a son corps, il y a un frayage, et ça semble quelque chose de maladroit, et pourtant il est juste, son geste est terriblement habité, et il est très présent dans ce qu'il fait. Donc à un moment, c'est beau la joliesse, mais la joliesse c'est encore extérieur. La beauté c'est quelque chose qui est de l'intérieur et qui va rayonner. La transmission traditionnelle, j'ai quelques bouquins sur différents trucs, et là c'est un des derniers sur lesquels j'ai travaillé sur l'aspect initiatique. Initiatique, ça veut dire initier un chemin intérieur pour trouver donc ces lumières intérieures pour pouvoir se transformer. L'évaluation formative, ben, j'en ai parlé tout petit peu hier, donc c'était une réunion pour les enseignants. Nous faisons depuis 25 ans chez nous dans nos masterclass une évaluation formative. Quand j'ai pas mal d'élèves français qui venaient en ayant des cursus avec un tas de concours et comment ils étaient bloqués par tous ces concours et ces évaluations sanctionnantes, sélectives, avec des classements. Et je me suis dit, voilà, et ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter. Et donc je me suis mis à réfléchir sur une évaluation constructive des connaissances. Et donc dans les formations, chacun vient présenter avec quelqu'un d'autre s'il souhaite, seul, une partie réflexion qu'il a choisie, une partie d'enchaînement qu'il a choisie. Et le jury, c'est très difficile pour ceux qui viennent des trucs classiques. Je dis, ben voilà, chacun va dire ce qu'il a trouvé de bien chez celui qui vient de présenter. Qu'est-ce qu'on a trouvé de bien? Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a comme piste à proposer pour l'aider à évoluer? Voilà. Et donc là, ça crée une synergie, on pourra en parler. Voilà, c'était sur l'évaluation formative. Et puis, la conclusion. Ben oui, dans l'ombre, j'ai perdu les repères avec le temps, avec tout. Donc voilà. C'est le chaos créatif à nouveau. Voilà. Et donc, ce qui a été ma ligne conductrice, c'est des expériences très jeunes, vécues près d'une forêt, l'immersion dans la forêt. Les recherches montrent aujourd'hui que si on est écologiste plus tard, c'est plus dans la tête ou dans le devoir. Là, c'est dans la chair. Donc si je vais et qu'on abat des arbres, qu'on maltraite des arbres, ça me touche dans ma chair parce que j'ai été immergé gamin dans la forêt. Donc il y a quelque chose de sensitif. Et donc c'était aussi le sport, c'était les lectures. J'étais dans la petite bibliothèque du village enfermé une fois ou deux parce que j'étais en dehors du temps. Voilà, ici c'est la même chose, je suis en dehors du temps. C'est ce temps qui s'étire et ce temps suspendu. Voilà, où les choses se ralentissent, et donc voilà, c'est ces expériences régénératrices. Et ce que nous avons fait depuis des années, c'est de nouveau, ça, on n'a pas prévu ça, c'est arrivé, on m'a demandé pour travailler avec des sportifs. Donc j'ai travaillé avec des sportifs d'équipe nationale, dans des stages internationaux. J'avais été moi-même sportif dans des équipes nationales, donc pour utiliser ces pratiques-là comme entraînement mental, puis en entreprise, puis avec des artistes, un monde que je ne connaissais pas, des gens du théâtre, des sculpteurs, et puis pas mal en entreprise. On a beaucoup travaillé avec Georgette, qui est ingénieur, ergonome, sur comment appliquer ces principes-là en entreprise. Et elle fait un travail aussi avec, on vient d'une région assez défavorisée culturellement, donc économiquement, et donc beaucoup de gens sont sur le bord de la route, et donc il y a des pratiques qu'on appelle d'innovation sociale pour les remettre au travail avec le travail de la boulangerie, de la pâtisserie. Ça c'est le projet d'il y a 20 ans, et puis ils ont élargi le projet, parce qu'en général, et ça c'est vrai pour tout le monde, nous vivons dans des mondes virtuels et on perd le contact avec le corps et le réel. Et donc il y a une désinscription corporelle du corps. Et donc c'est pour se réinscrire, en se réinscrivant dans le corps, on se réinscrit dans la réalité. Et donc Georgette travaille des mouvements de base pour les réinscrire dans le corps et dans la réalité, des gestes avec partenaires pour réfléchir avec eux sur le lien social. Donc on a pas mal d'expériences sur des applications qui pour moi, je trouve que c'est ce qui manque
on a des outils qui sont extraordinaires. Et quand je vois encore nombre de vidéos sur Internet pour montrer celui qui va pousser le plus loin, celui qui va avoir l'application la plus... Voilà. Tout ça est intéressant, mais à côté de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus? Dans mon groupe, c'est ce qu'on a initié. Comment appliquer ça dans un tas d'activités, dans un tas de groupes et surtout dans le quotidien? Parce que c'est à ce moment-là que ça va réellement... On dit que c'est un art de vie. Un art, il y a d'abord une technique, il faut qu'on se l'approprie. Et puis, est-ce qu'on va l'incorporer dans le quotidien? Est-ce qu'on va sentir un autre rapport avec le vivant pour avoir des décisions au niveau de l'écologie dans l'organisation des groupes? C'est ce qu'on a eu en 20 ans, une écologie profonde, donc quelque chose qui est vécu dans les fibres du corps. Donc c'est toutes ces questions-là, utiliser des références scientifiques, des références initiatiques, et puis surtout voir comment ça peut nous aider à vivre mieux ensemble. Voilà la conclusion. Merci.